on va recevoir Emmanuel Grenier, qui est donc président de Cdiscount. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel. C'est venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux, des monstres gentils, c'est un paradis. Merci le groupe, on peut les applaudir. Bonjour. Alors Emmanuel, ça fait déjà pas mal d'années, je crois que c'est depuis 2008 que tu es arrivé dans le e-commerce. C'est ça. Ça ressemblait à quoi le e-commerce en 2008 ? C'était assez différent en fait, d'aujourd'hui. En fait, il n'y avait pas ce qu'on appelle de plateforme à l'époque. Les e-commerçants étaient des retailers, des distributeurs qui s'étaient mis en ligne, donc qui avaient mis les produits en ligne. Alors soit des retailers classiques, des distributeurs classiques, soit des gens qui étaient des pure players. Puis la deuxième chose, c'est que des acteurs de l'époque, il n'y en a quasiment plus un. C'est-à-dire que c'est un monde qui bouge hyper vite et tous les 10 ans qui se renouvelle complètement avec des acteurs qui apparaissent et des acteurs qui disparaissent. Et ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'économie il y a autant de renouvellement dans l'histoire d'un métier ou d'un secteur. Quand tu parles de plateforme, nous on voit, la majorité des gens connaissent Cdiscount comme une plateforme de e-commerce, de produits. C'est encore ça aujourd'hui et c'est quoi la stratégie pour demain ? Il y a 20 ans, on était un distributeur qui vendait des DVD en ligne. 10 ans plus tard, on vendait tous les produits possibles et imaginables en non alimentaire, notamment de l'électroménager ou des meubles. Donc on avait déjà fait un mouvement de business model important. Et à partir de 2011, pour élargir notre offre, on a ouvert une marketplace, donc on est devenu une plateforme et on est passé de 50 000 produits à 55 millions de produits. Donc la plateforme, c'est comment j'arrête de tout gérer tout moi-même et comment je mets mes clients en relation avec mes partenaires, donc mes vendeurs marketplace, que ce soit pour des produits au départ, mais non pour des services, parce qu'on vend de l'électricité, on vend du voyage, on vend des billets de spectacle. Et donc on est dans un univers quasiment infini de produits et de services, on peut tout vendre en fait. Et du coup, en termes de services, c'est des services à part ou c'est des services qui viennent compléter ta gamme de produits habituels ? Alors, on est dans une logique de complémentarité. On a 4 grandes verticales sur les services. Il y en a une sur les loisirs, voyage et billetterie. Il y en a une deuxième sur ce qu'on appelle le quotidien, c'est-à-dire les services à domicile, les services d'installation, l'électricité. Et on est en train de bâtir une verticale sur la santé, puisqu'on a lancé la vente de lunettes de correction de vue en ligne il y a un mois. Donc on peut absolument tout vendre, c'est ça l'idée. Et sur le plan territorial, du coup, Cdiscount c'est français, alors c'est à Bordeaux, en plus c'est en région, ouais. C'est un choix fort. Hein, c'est quoi le terrain de jeu aujourd'hui ? Alors le terrain de jeu, il est pas local, il est national pour un acteur du e-commerce. Et donc on est le premier e-commerce en français, on est deuxième derrière Amazon. On fait à peu près 3,5 milliards de volume d'affaires. Je donne 2-3 chiffres. Hein. On a 20 millions de visiteurs uniques par mois, donc 20 millions de visiteurs différents chaque mois sur le site, à peu près un tiers de la population française, et on a 9 millions de clients. Et puis on commence une aventure à l'international, donc on se développe dans tous les pays européens, depuis la France, depuis quelques mois. Et alors comment on fait une approche internationale ? Parce que Cdiscount, c'est connu historiquement, c'est une marque très très forte en France, mais à l'international, tu repars quasiment de zéro ? Alors on part complètement de zéro, c'est très vrai, et puis l'international, on a tenté plusieurs incursions, plusieurs business models qui n'ont pas fonctionné. Ça, c'est aussi une des leçons du e-commerce, c'est-à-dire qu'il faut essayer sans arrêt jusqu'à trouver la solution. Et on ne va pas aller créer Cdiscount et créer des filiales dans tous les pays européens. En fait, comme on a l'offre la plus large d'Europe, on a 50 millions de produits, qu'il y a énormément de sites en Europe qui voudraient avoir cette offre-là, on se présente comme un agrégateur de produits et on leur propose notre offre, en fait. Et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on va se brancher, on leur propose d'avoir accès à nos millions de produits. Et donc on est déjà branché à une trentaine de sites en Europe et l'essentiel est d'aller beaucoup plus haut, en fait, beaucoup plus loin. Donc ça se fait sur une base de coûts variables, à très bas coût, et dans une logique très technologique, parce qu'il faut être branché, piloter les prix de vente, piloter les stocks, piloter la logistique, mais sans monter des filiales dans chaque pays de manière classique, je dirais. Et ça veut dire que c'est de la marque blanche ? En fait, on apparaîtra sur les sites, soit sous notre nom, soit pas sous notre nom. Ça c'est à discuter avec les sites. Au-delà, on ne va pas bâtir un actif de marque dans ces pays-là, on va bâtir un actif technologique. C'est-à-dire comment on peut irriguer des dizaines de sites en Europe avec des millions de produits de manière industrielle et automatique. C'est ça ce qu'on va bâtir.
Alors, une question, là on est sur un festival numérique, digital, on va parler beaucoup d'innovation technologique. Cdiscount maintenant commence à être un acteur installé. Comment on garde l'innovation au cœur du réacteur et c'est quoi l'innovation aujourd'hui sur Cdiscount? C'est une bonne question parce que aujourd'hui au siège à Bordeaux on est 1500. Et donc on a tendance à devenir une boîte normale, c'est-à-dire à être envahi par les process, envahi par les procédures et donc tout ça, ça tue l'innovation. Et pendant très très longtemps, on n'avait pas été très innovant. Donc il y a 3 ans, on a pris quelques décisions. La première, c'est on a monté une toute petite équipe. L'innovation, en fait, c'est très très méthodologique. On a monté une toute petite équipe qui a screené toutes les startups françaises. Il y en a à peu près 1000 qui touchaient à notre métier. On en a présélectionné 400. Et on a décidé de faire des POC pendant 2 ans avec 70 d'entre elles. 100 d'entre elles. Et qui était très différent d'avant. C'est-à-dire... on ne demande pas que ça soit fait gratuitement de la part des startups. On s'engage à aller vite et d'être léger. Donc, on paye la prestation. On se dit qu'on doit le faire en 3 mois. On se dit qu'on ne doit pas embarquer les startups dans une logique juridique et contractuelle infernale. Et d'ailleurs, on a été récompensé en étant la meilleure boîte capable de travailler avec des startups parce qu'on a été capable de s'alléger. Et donc, on travaille aujourd'hui avec plus de 100 startups, en fait. Parce qu'on n'est pas capable, seul, de lutter face à ces géants mondiaux, rien qu'avec nos petits bras. Puis la deuxième dimension, elle a été interne en fait, c'est qu'on s'est complètement réorganisé sur le plan des systèmes d'information. Et les systèmes d'information sont complètement répartis dans l'organisation à travailler avec les métiers. Alors, donc on a des équipes métiers, systèmes d'info, on en a 25 à peu près. Et donc on a les gens des systèmes d'information, de l'IT, de la tech, qui sont complètement au cœur des métiers. Et par rapport à la pérennité des startups, parce qu'on sait quand même qu'il y a une partie non négligeable des startups qui ne survivent pas, et puis d'autres qui se développent très fort. Comment tu gères le process et le risque process, entre guillemets, de l'intégration de start-up dans un acteur qui est très industriel et très processisé? L'engagement qu'on a, c'est d'aller vite, en fait. Parce que les start-up, elles ont peu de temps, elles ont peu de cash, donc le temps compte. C'est ça qu'on a découvert. On ne savait pas ça, parce qu'on n'était plus dans la culture start-up. Et donc l'engagement qu'on prend, c'est d'aller très vite, quitte à ce que ça soit manuel au départ. Et en disant, en contrepartie, on vous offre le terrain de jeu. 20 millions de visiteurs uniques, 9 millions de clients. Si vous voulez tester la solution, au bout d'une semaine, 1 mois, on sait si ça marche, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ben merci, revoyez votre modèle. Et si ça marche, ben embarquons-nous ensemble. Donc la clé, c'est la rapidité, en fait, pour les startups. Enfin, ce qu'on a compris de notre côté. Et du coup, j'ai su que dans certains cas, tu rachetais aussi des sociétés. La stratégie de croissance externe par rapport à la stratégie de start-up, c'est opportuniste, ou c'est pour les startups qui sont les plus proches de ton cœur de métier? On a fait 3-4 croissance externe dans les 5 dernières années, de petites boîtes. Et si je devais les refaire, il y en a certaines que je n'aurais pas faites. Parce qu'elles, comme tu l'as dit, elles ne rentrent pas dans la stratégie fondamentale. Il faut qu'elles rentrent dans la logique de plateforme et la logique technologique. Donc une boîte tech, oui. Une boîte qu'on a rachetée, qui s'appelle Stouti, qui fait des services à domicile, qui est une logique de plateforme, qui met en relation des clients avec d'autres clients pour faire des travaux à domicile, du jardinage, du déménagement. Ça, c'est de la plateforme, donc ça avait du sens. Notre logique, elle est, oui, toujours opportuniste, parce qu'on n'a pas non plus des centaines de millions d'euros à dépenser, mais surtout, ça doit coller à la stratégie. Sinon, il ne faut pas le faire. Et du coup, par rapport aux 100 startups avec qui tu travailles, on voit qu'il y a pas mal d'industriels qui se posent des questions de savoir comment ne pas les écraser, ne pas les étouffer, voir comment elles ne peuvent ne pas te voir comme un prédateur potentiel pour leur business. Comment tu réussis à garder la distance qu'il faut pour éviter qu'ils soient dépendants de toi et que du coup, tu sois l'acteur économique qui fait que sans toi, ils ne vivent plus, quoi? Alors, quand on les rachète, on ne les déménage pas, on les laisse où elles sont, on ne change pas les équipes. Parce que les équipes sont des équipes de qualité s'ils ont monté la start-up. Et moi, je demande à mes équipes de surtout les aider et surtout de rien imposer. Parce que sinon, on tue tout le monde. On est capable de broyer tout le monde. Et ce n'est pas une bonne chose. Et après, quand on travaille dans le cadre d'un contrat commercial, ben, on fait très attention au respect du temps, au respect des engagements financiers, au respect des engagements contractuels qu'on a avec eux. Surtout, c'est trop facile de se positionner le gros vis-à-vis du petit. Parce qu'à la fin, c'est un écosystème. Et si les petites startups et les petites pousses, on en a une centaine, hein, on ne les avait pas avec nous, ben notre croissance ne serait pas ce qu'elle serait, notre rentabilité ne serait pas ce qu'elle serait aussi. Donc, le gros a besoin des petits, hein, comme dans la nature. Hein. Donc, on ne pourrait pas vivre sans elles.
J'ai une question complémentaire. On voit que le sens est en train de changer. On le voit pour l'aviation, on le voit pour la logistique, etc. On commence à avoir beaucoup d'approches RSE partout. La logistique, des sites comme Cdiscount dans l'e-commerce consomment beaucoup de logistique, beaucoup d'emballage, etc. Comment on gère cette approche RSE et cet enjeu qui va être ultra important dans les prochaines années? Alors, évidemment, l'enjeu, il est clé. C'est une surprise pour personne. Quand vous prenez un peu de hauteur, vous vous apercevez que dans les 3 derniers mois, on n'a plus parlé ni de politique quasiment, on n'a plus parlé de pouvoir d'achat, on n'a plus parlé de chômage, on n'a plus parlé d'immigration, on ne parle plus de rien, on parle que d'une chose, du climat, de la canicule. Et je pense qu'on va en parler pendant un moment, parce que le problème va mettre un moment à se régler. Nous, on a commencé il y a plusieurs années, on l'a fait à 2 niveaux. Et puis il y a d'autres niveaux qu'il faut qu'on attaque. Le premier niveau, c'est sur la gestion des produits et sur la non-destruction des produits. Et le recyclage et l'économie circulaire, en fait. On a commencé en 2008, tous les retours clients, tous les produits cassés partent systématiquement en économie circulaire et en système de recyclage avec une association qui s'appelle Envie, qui répare les produits, qui les revend, et s'ils ne sont pas réparables, qui les recycle. Donc tous les produits partent dans ce système-là, et ça c'est fondamental. Le deuxième, il est logistique, parce que notre impact carbone, il est non neutre. On envoie 30 millions de produits par la poste, Chronopost et les relais colis chaque année. Donc on a mis en place des systèmes d'emballage qui font économiser 30% de volume et qui enveloppent exactement la taille de l'emballage, qui adaptent la taille de l'emballage à la taille du produit. Et on a gagné 30% de camions sur les routes. On n'est pas assez loin, on ne va pas assez loin. Moi je pense que la prochaine étape, elle consiste à mobiliser l'écosystème autour du produit et de en quoi le produit est impactant pour l'écologie. Et donc de faire en sorte de pénaliser les produits qui sont très impactants négativement et de favoriser les produits qui sont très bons pour l'écologie. C'est très complexe parce qu'il faut avoir le détail produit par produit de son impact. Mais moi, je pense que c'est la prochaine étape, ça. Ça veut dire que tu mettras en place un prix ou une taxe sur ton site ou une compensation je pense à Écoterie, forcément. Oui, alors, il y a des taxes, il y en a déjà, mais vous pouvez déjà commencer à mettre des points verts et des points oranges. Ça suffit pour le consommateur qui est sensible à ça, de lui dire achète plutôt celui-là que celui-là. C'est ça, on a un des enjeux majeurs qui est là. D'ailleurs, s'il y a des startups qui bossent là-dessus, on est preneur parce que arriver à classer les produits en fonction de leur impact écologique, c'est simple conceptuellement, mais c'est très complexe à réaliser. Et ça, à mon avis, c'est fondamental. On voit sur le plan social, il y a un gros acteur mondial qui a vécu des difficultés sociales fortes d'industrialisation de process difficiles, etc. Comment ce risque-là, tu le gères dans l'entreprise? Ça commence à être une entreprise importante en nombre de salariés. C'est aussi un sujet de préoccupation par rapport à la vie de l'entreprise? C'est un sujet majeur de préoccupation. Il y a 2 niveaux. En fait, on a 2 populations dans une entreprise type Cdiscount. Une première population qui est une population très tech, très jeune, très marketing. Les millennials dont on parle, auxquels il faut faire très attention parce que leurs aspirations ne sont pas les mêmes que les miennes il y a 25 ans quand j'ai démarré ma vie professionnelle. Donc, ils sont plus dans l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Donc, on fait très attention à ça. La deuxième, c'est qu'on a une population qui est une population logistique d'employés qui font tourner, qui expédient les produits, qui expédient les colis. C'est une population qui est critique, surtout en fin d'année. Et cette population aussi, elle doit être très respectée, on doit y faire très attention. Surtout que la première population, elle gagne souvent beaucoup d'argent, la tech, les gens sont très recherchés, les salaires inflatent. Et la deuxième population, c'est une population qui travaille au SMIC, et donc elle a des empreintes particulières. Donc on fait très attention à ces 2 populations-là, et on a un climat social qui est excellent en fait dans la boîte, et parce qu'on fait attention aux gens, quoi. Parce qu'on fait attention aux gens et ça nous paraît important. Il y a des questions du public. Comment on existe face à Amazon ou à Alibaba quand on est français face à des acteurs mondiaux? On existe de 2 manières différentes. La première, c'est on existe en étant différent. Si vous allez chasser sur le terrain d'Amazon et d'Alibaba, vous allez perdre. Ce sont d'énormes boîtes techno, ce sont les plus grosses boîtes du monde. Amazon est maintenant la plus grosse boîte du monde. C'est la plus grosse boîte tech du monde, ils ont 80 000 tech. Donc vous ne pouvez pas. Donc, le seul sujet, ce qu'on apprend à l'école en marketing et en stratégie, c'est comment on se différencie. Donc nous, si on est là aujourd'hui, si on fait la taille qu'on fait et qu'on se développe, c'est parce qu'on est différent et on apporte des choses différentes aux clients et à l'écosystème. Si vous avez une boîte, vous avez une start-up et que vous n'apportez rien à l'écosystème ne vous gardera pas et vous mettra de côté. La deuxième chose, c'est que je pense qu'ils sont très en retard sur les sujets RSE. Tu parlais des grèves. Ils ont refusé de signer toutes les conventions de protection de l'environnement, parce qu'il y a un comble pour des gens en plus qui expliquent qu'ils font du bien à la planète. Et en plus, il n'y a aucun respect des partenaires, parce que la RSE, c'est le respect des partenaires, des vendeurs marketplace, des partenaires.
Moi, je pense que ces gens-là parlent beaucoup du client. Moi, je pense qu'au-dessus du client, il y a quelqu'un qui s'appelle le citoyen, et je pense que le citoyen, il va être à mettre au cœur du dispositif et qui va être plus important que le client. Donc, être différent et avoir une conscience sociale et sociétale. J'ai une question par rapport à la grande distribution, parce que tu fais partie d'un groupe qui fait de la grande distribution. C'est un secteur qui se renouvelle, là, qui recherche son modèle aujourd'hui. Comment tu te vois par rapport à eux? Cdiscount, c'est un disrupteur de la grande distribution. Par rapport à Casino, tu peux être un apporteur de valeur pour les aider à évoluer dans leur modèle? C'est complémentaire, en fait. Nous, on appartient à un groupe qui est Casino, qui a 10 000 magasins en France, qui fait 20 milliards de chiffre d'affaires en France, et qui a su développer le leader du e-commerce, comme aucun distributeur a su le développer. Donc c'est complémentaire, parce qu'on s'appuie sur les magasins, il y a des synergies d'achat, des synergies logistiques, des synergies dans les magasins, des synergies technologiques. Et l'intelligence de l'actionnaire, ça a été d'anticiper le fait que les magasins, notamment les hypermarchés, vous connaissez tous, qui sont tous en crise, allaient être en crise il y a 10 ans, et d'organiser une bascule de son business sur Internet. Ce qui fait qu'on est en avance. Et il fallait sentir les choses. Mais ça, c'est un renouvellement classique des schémas. On serait dans les années 60, on expliquerait que les hyper vont détruire la proximité. C'est jamais complètement détruit, c'est juste des évolutions de consommation dont on est obligé de tenir compte. C'est pas la peine de lutter contre le courant. Les jeunes achètent sur Internet, vont plus en magasin ou moins en magasin. C'est la vie, c'est comme ça. Donc il faut s'adapter et tenir compte de cette opportunité-là. Mais c'est complémentaire pour Casino. En termes d'ambition, là on parle de revente de données. Il y a beaucoup de questions autour de cette éthique. Tout le monde cherche à capter de la data, quel que soit le secteur d'activité. Dans le e-commerce, ça se traduit comment et comment on gère ce côté RGPD, éthique, etc. qui va autour? Dans les sujets RSE, il y a les sujets des données clients et le respect des clients. À une époque, je pense que tous les e-commerçants et toutes les sociétés Internet n'étaient pas très exemplaires sur ce sujet-là, parce que ce n'était pas très encadré. Aujourd'hui, on en a fait un fer de lance, on fait extrêmement attention à ça, et c'est une des priorités de la boîte. Et d'ailleurs, la CNIL, qui est quand même un organisme vachement sérieux, vachement rigoureux, nous a décerné un label. On est les seuls à avoir le label de la CNIL sur l'excellence de la gestion des données, parce qu'on est en avance en termes de RGPD sur tous nos concurrents, que ce soit les concurrents français ou les concurrents américains et chinois. Et on en fait un cheval de bataille, parce que ça aussi, c'est une question de citoyenneté. Et ça aussi, à un moment donné, le citoyen, le client, sera faire la différence. Et au-delà de ça, moi, je suis un citoyen, donc que ce soit pour l'environnement, pour le social ou pour les données, je raisonne comme un citoyen, donc c'est important pour moi. Et en termes de données, la question du public sur l'Open API et sur le côté mise à disposition de données aux autres et accès, tu as fait une marketplace avec des API. Ça peut évoluer vers l'ouverture de données vers l'extérieur pour aider les startups à créer de la valeur. C'est quoi la stratégie par rapport à ça? La stratégie, à partir du moment où vous êtes une plateforme, vous êtes un système ouvert. Qu'est-ce qui fait la différence entre un retailer et une plateforme? Vous passez d'un système fermé, conceptuellement, à un système ouvert. Un système ouvert, ça veut dire que vous vous ouvrez complètement. Technologiquement, c'est clé. Donc, on développe de l'Open API, mais on n'a pas terminé, parce qu'on a la legacy technologique qui est importante. On a 20 ans, donc on a déjà beaucoup de couches technologiques. Après, l'enjeu, c'est de mesurer ce à quoi on donne accès ou pas. Donc, il y a des enjeux de sécurité et des enjeux de processus et de règles qui sont fondamentales. Mais bien sûr, on ouvre. On ouvre pour récupérer de la donnée et pour en mettre à disposition dans des règles strictes qu'on aura définies. Une question du public sur les POC, les startups dans la salle. Demain, tu trouves une startup qui t'intéresse. C'est quoi le process de décision? C'est quoi le process de mise en œuvre? Tu dis que ça allait très très vite. Comment on fait pour que ça aille vite dans un cadre d'entreprise structuré? Je vous donne un contact qui s'appelle Jérôme Fauquemberg, qui est le patron de l'innovation, qui dit rapidement déjà vu, pas déjà vu, parce qu'on peut vous avoir rencontré ou on peut avoir des boîtes très très proches de ça, pour ne pas vous faire perdre du temps. Si c'est intéressant, on vous met en contact avec les opérationnels. Et après, l'engagement, c'est d'aller vite. Donc, c'est simple. Dernière question. Comment tu imagines, ça fait 11 ans que tu accompagnes le développement du groupe. D'ici 10 ans, tu imagines qu'on a vu la transition retailer-plateforme. C'est quoi l'étape d'après, selon toi? Moi, je pense que les plateformes, elles vont être multifacettes, en fait. Elles vont vendre des produits, elles vont vendre des services. Globalement, elles mettront les gens en lien les uns avec les autres. Pour du financier, pour du service, pour du produit. Et la clé, dans une plateforme, pour qu'elle soit leader et en tout cas qu'elle s'impose, ça sera la technologie.
Évidemment, elle pourra avoir des clients, ça c'est la marque qui va permettre d'avoir ça, elle aura des partenaires. Mais la clé d'une plateforme, c'est sa technologie pour permettre à chacun, client et partenaire, de se connecter facilement, et en tout cas d'échanger facilement. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. Merci. C'est très plaisant. Merci, on peut applaudir Emmanuel.